Les cancers et particulièrement les cancers féminins de véritables fléaux sur la santé de la femme et de la jeune fille et particulièrement le cancer du col de l'utérus auquel les autorités sanitaires togolaises s'attaquent sérieusement et vigoureusement avec une campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain qui se déroule du 27 novembre au 1er décembre 2023. De quoi en sera-t-il question et pourquoi maintenant? Ce sont les réponses que nous allons apporter donc à ces questions que j'ai posées avec nos invités. Monsieur Ega Kofi, il est le secrétaire général de la Croix-Rouge togolaise. Monsieur le secrétaire général, bienvenue. Merci. C'est la première fois que vous venez chez nous. Bienvenue dans la famille SOS Docteur TV. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Je suis tout honoré d'arriver ici aujourd'hui. C'est ma première fois, comme vous l'avez signalé. Oui. Et je pense quand même que vous faites du bon travail. Voilà. Et vous êtes parti pour venir souvent et rester. Assurément. Quand les sujets vont nous y amener, on fera tout pour être là. D'accord. Parce qu'on est pour communiquer avec la communauté aussi. Voilà. Pour les changements de comportement. Ce que la Croix-Rouge togolaise fait depuis des années sur le terrain, et elle fait si bien, nous allons voir comment vous participez donc à la mobilisation pour cette campagne. Également avec nos plateaux, le docteur Penipe Lacté Adassou, elle est médecin-chef de la commune à Guenivé 4. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup. Ben vous êtes une habituée de la maison. Oui, effectivement. Je profite pour saluer les téléspectatrices, téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Merci donc. Je reste avec vous. La première question que l'on peut se poser tout de suite, pourquoi cette campagne et pourquoi seulement maintenant? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question, nous allons essayer d'expliquer c'est quoi une campagne de vaccination. Une campagne de vaccination, c'est une vaccination de masse qui traduit un effort de politique publique visant à vacciner un grand nombre de personnes. Cela peut être l'ensemble de la population du pays ou bien la population d'une région, mais au cours d'un court laps de temps. Maintenant, la vaccination elle-même, permet de stimuler le système immunitaire chez les personnes vivantes en vue de produire des anticorps spécifiques contre certaines maladies. Cela revient à dire que la vaccination permet de prévenir l'organisme contre des maladies bien précises. Donc, si je prends la campagne de vaccination contre le cancer du col, ce sera dire qu'on essaie de prévenir chez une grande proportion de la population, on essaie de prévenir les infections dues aux souches sexuellement transmissibles de papillomavirus humain qui malheureusement entraînent le cancer du col. Donc, pourquoi maintenant? Normalement, cette campagne, cette vaccination aurait dû être introduite un peu plus tôt, mais malheureusement, avec l'avènement de la COVID-19, toutes les ressources financières, humaines, matérielles ont été focalisées vers la lutte de cette pandémie. Donc, on peut dire qu'il y avait comme une pause pour la plupart des activités de la santé. Donc, il est de bon ton. C'est vrai que la pandémie n'est pas encore partie, mais il est de bon ton vu qu'elle a vraiment régressé de pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. C'est-à-dire reprendre les activités avant la COVID-19 nous a arrêtés. Oui, c'est ça. Donc, de reprendre tout ce qui concerne les programmes de santé, les projets, les programmes que l'État avait mis en place avant l'avènement. J'ai envie de vous demander, alors, si on comprend très bien, ce n'est pas pour les autorités sanitaires togolaises du nouveau, sauf que c'est peut-être pour nous, communs des mortels, que cela paraît quelque chose de nouveau. Oui, effectivement, ce n'est pas nouveau. Vous savez, avant, si ma mémoire est bonne, en 2016-2017, cette vaccination avait déjà commencé. C'était comme un test au niveau de la préfecture de Tchamba et de certaines localités de Golfe, l'ancien Golfe, pas le nouveau Golfe, certaines localités de l'ancien Golfe. Et normalement, après cette période, on devait introduire la vaccination contre
le papillomavirus dans le programme élargi de vaccination. Donc, les jeunes filles, une fois qu'elles ont atteint l'âge, elles peuvent aller se faire vacciner gratuitement. Mais malheureusement, en 2020, au Togo, la Covid a commencé et les activités se sont arrêtées. Alors, donc voilà une activité normalement routinière, oui. Donc qu'on a laissé en suspens pour s'occuper de l'urgence qui était donc la Covid-19, qui a fait qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et ça paraît donc nouveau pour nous parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, on le verra au cours de cette émission. Mais c'est vrai, SG, la Covid a ébranlé les choses, mais quand la Croix-Rouge est restée debout, assurément, nous, c'est la Croix-Rouge après tout. La question de la santé publique se pose. Oui. La Croix-Rouge est interpellée quand la vulnérabilité des communautés en jeu, ça devient un défi pour la Croix-Rouge togolaise, et par le monde d'ailleurs. Et c'est ce que vous faites, on voit lors des conflits, il n'y a pas que donc lors des grandes pandémies, des grandes épidémies, mais aussi dans des situations de toute façon, comme vous le dites, où il y a trouble, où il y a instabilité du point de vue sécurité des personnes, et comme vous le dites, en termes de vulnérabilité. Vous avez situé un peu ce que c'est qu'une campagne de vaccination du genre, et vous avez dit que souvent c'est dans un temps court. C'est vrai, du 27 novembre au 1er décembre, ça fait quand même pas une semaine, 4 jours si je compte bien. Oui, 4 jours si je compte bien. C'est vrai que ça répond donc à ce que vous avez décrit tout à l'heure par rapport à ces genres de campagnes communes. Alors, qui est concerné? Oui, cette campagne concerne les jeunes filles dont l'âge est compris entre 9 et 14 ans. Donc, c'est ces filles qui sont ciblées par cette campagne de vaccination. Voilà. Alors, pourquoi elles particulièrement? Pourquoi elles particulièrement? Comme je l'avais dit, normalement, avant l'avènement de Covid, on devait introduire la vaccination. Donc, cela veut dire qu'il y a eu un grand nombre de filles qui ont eu 9, 10 jusqu'à 14 ans. Donc, toute cette tranche d'âge doit être rattrapée. Ça, c'est un. Deuxièmement, si l'on regarde le cancer, l'infection à papillomavirus humain, il entraîne des cancers. Et lorsque l'on prend ces cancers, c'est au niveau des femmes que ce cancer est plus développé. Je veux dire par là, lorsqu'on prend au niveau de la population mondiale, il se retrouve à la 4e position. Mais lorsqu'on vient au Togo, en termes d'incidence, il est à la 3e place. Tout cancer confondu, tout sexe confondu. Mais lorsque nous prenons le sexe féminin, il se retrouve à la 2e place. Cela veut dire que après le cancer du sein, cela veut dire que les femmes paient un lourd tribut à cause de cette infection à papillomavirus humain. Donc, il est de bon ton que ces filles, ces femmes soient protégées contre cette infection. Maintenant, pourquoi la tranche d'âge de 9 à 14 ans? C'est parce qu'on estime que de 9 à 14 ans, les filles sont encore vierges. Et lorsqu'on fait cette vaccination sur des filles vierges, on a plus de chances de pouvoir mieux les protéger contre l'infection à papillomavirus humain. Donc voilà. Pourquoi cette tranche d'âge? Alors, les jeunes filles particulièrement concernées, comme vous le dites, si on les prend en charge tôt, on va éviter que dans 10 ans, on retrouve ce cancer avec ses symptômes chez eux. Et on va revenir tout à l'heure pour voir un peu ce cancer, quel est son vrai visage. Vous introduisiez qui va être la 2e cause de mortalité chez la femme en termes de cancer après celui du sein. Ça veut dire quand même que l'incidence, elle est importante, et qu'il y a matière aujourd'hui à réagir et à prendre des dispositions donc pour protéger les populations. Mais là, on va se demander qu'est-ce que la Croix-Rouge vient chercher dans tout cela. Quelle contribution est la vôtre, votre organisation, dans tout ce que nous sommes en train de dire? Vous dites quand il y a une situation de vulnérabilité, vous êtes concerné. Voilà. Ok, merci beaucoup. La Croix-Rouge, pour commencer, est auxiliaire des pouvoirs publics. Et à ce titre-là, elle accompagne le gouvernement dans les actions qui tendent à renforcer la résilience de nos communautés. Et cette question de
campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus nous engage à plus d'un titre et que voilà, avec les idées reçues déjà dans les communautés, on vient de parler vous avez évoqué la Covid-19 qui est venue tout ébranler. Donc avec tout ce que cela comporte comme fausses rumeurs et des idées préconçues et autres là. Donc il revient à la croix de faire la mobilisation communautaire pour que les parents puissent accepter que leur fille se fasse vacciner. Et pour ça, nous mobilisons nos volontaires sur le terrain et pour que voilà, pendant la période de vaccination du 27 novembre au 1er décembre, que les filles de cette tranche d'âge-là puissent sortir massivement pour bénéficier de cette vaccination. Pour que voilà, dans 10, 20 ans, que ces personnes-là ne développent pas le cancer du col de l'utérus, mais plutôt soient valides et en forme pour accompagner leur mari, la communauté et dans leurs activités quotidiennes. Alors vous le dites si bien, une femme qui meurt, on va le dire comme ça, c'est toute une communauté qui se retrouve diminuée. Tout à fait. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est intéressant dans la mesure où aujourd'hui, s'il n'y a pas adhésion, tout ce qu'on a mobilisé, comme on va dire vaccin, avec toute la chaîne de logistique qui va être mobilisée, qu'on dise que les gens ne sont pas sortis, c'est une perte énorme. Assurément. Et souvent, c'est sur ces genres d'éléments que les gens vont titiller un peu, trouver des billets. On va revenir un peu à tous ces aspects, comme vous l'avez dit, vous l'introduisiez. Mais docteur, c'est vrai, nous parlons d'un virus que nous ne connaissons pas beaucoup. C'est vous qui le connaissez, le papillomavirus humain, c'est vrai, il y a un autre qui est de type animal, mais celui-ci cause le cancer du col de l'utérus chez la femme. Alors, le col de l'utérus, d'accord, le cancer du col de l'utérus, oui. On va nous demander c'est quoi, on sait que c'est le papillomavirus qui le cause, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a le cancer du col de l'utérus? On va aller demander quand ça arrive, comment est-ce qu'on aide les gens? Mais allons-y graduellement. Le cancer du col de l'utérus, c'est quoi le vrai visage de ce mal dont nous sommes en train de parler? Oui, cette vaccination, c'est une vaccination contre les infections dues à certaines souches sexuellement transmissibles de papillomavirus humain. Et lorsque l'infection est dure, c'est-à-dire l'infection devient chronique chez la fille, la femme, elle cause à long terme un cancer. Donc le cancer du col de l'utérus. Mais ce n'est pas seulement le cancer du col de l'utérus, c'est que c'est ce cancer qui se retrouve en grande proportion. C'est pour cela qu'on en parle. Sinon, ces virus peuvent causer d'autres cancers comme le cancer du pénis, comme le cancer, un cancer anal, comme des cancers de la sphère ORL, surtout lorsque les actes sexuels sont aussi, la bouche. Voilà. Donc, c'est un cancer qui est causé par certaines souches, parce que ce n'est pas toutes les souches aussi qui sont pathogènes. Qui sont pathogènes. Donc, et c'est pas toutes les souches qui donnent le cancer. Certaines souches donnent des virus, tout simplement. Donc, voilà. Une fois qu'on a ce cancer, une fois qu'on a le papillomavirus humain même, le problème c'est que c'est asymptomatique. On n'a rien, on ne ressent rien, absolument rien. Donc, si on n'a pas on ne fait pas des tests, on ne saura pas qu'on a quelque chose. Donc, c'est après un certain temps qu'on peut maintenant dire qu'on a des symptômes. Donc, on connaît déjà la cause du cancer du col. Si l'on prend le cancer du col, il est imputable à 95, à 90, 80, à 100%. 90%, voire 100%, il est imputable au papillomavirus. Donc, c'est ça la cause. Maintenant, les symptômes apparaissent lorsque le stade est déjà, le stade de cancer est déjà avéré. C'est-à-dire que vous dites la maladie, elle est silencieuse. Oui. Et ça fait son chemin, et puis un beau jour, parce que elle est totalement installée, c'est en ce moment qu'on commence pas à la ressentir. C'est ça. L'infection à papillomavirus humain est asymptomatique. Lorsqu'on commence par avoir des symptômes, c'est qu'on est déjà au stade de cancer.
Cela veut dire que c'est, disons, un peu tard. Et là, on commence par avoir des saignements irréguliers ou lors des rapports sexuels, on peut avoir des douleurs au niveau du dos, des douleurs pelviennes ou bien des douleurs du bas-ventre lors des rapports sexuels. On peut perdre du poids, on peut avoir une perte d'appétit, on peut être fatigué, on peut avoir une jambe enflée. Bon, là, cela veut dire qu'on est déjà au stade de cancer. Maintenant, lorsque ce cancer est encore plus avancé, parce que l'on saigne, on peut avoir une anémie grave, une anémie sévère. On peut avoir une insuffisance rénale. On peut avoir des lymphoedèmes, on peut avoir des fistules. Voilà. Voilà ce qu'on peut avoir. Mais, monsieur le secrétaire général, quand j'écoute ça, mais voilà un tableau, je vais dire fini. Oui, assurément. Bon, voilà la gravité de la chose. Voilà. Et qu'il faille. Nous sommes tous concernés parce qu'elle est allée indiquer qu'on peut avoir même le cancer du pénis et puis le cancer au niveau de la sphère ORL, parce que pour ceux qui ont des rapports avec, qui impliquent la bouche. Donc finalement, on dit la jeune fille, mais l'homme est concerné. Nous tous, nous sommes concernés. Assurément. Donc c'est ce pourquoi il faut prendre des mesures et avoir un mode de vie sain. Tout à fait. Et surtout être à l'écoute des mesures qui sont prises pour nous prémunir contre cette maladie, justement pour arriver à amener les gens, à attirer leur attention pour que les gens soient quand même à l'écoute et qu'ils soient mobilisés. Comme vous l'avez dit, il faut vraiment que vous travailliez sur le terrain. Comment est-ce que cette mobilisation que vous faites le plus souvent, vous appelez ça de la mobilisation sociale, comment est-ce que ça se fait sur le terrain? Oui, merci beaucoup pour la Croix-Rouge. Bon, nous avons des catégories de volontaires sur le terrain. Et bon, pour commencer, avant d'aller dans la sensibilisation à proprement parler, nous avons fait l'étude CAP, l'étude des connaissances, aptitudes et pratiques dans les communautés, ce qui nous permet de collecter des données, des informations sur leur perception de la maladie et quelles sont les rumeurs, qu'est-ce qui tourne autour, les vaccins, comment la communauté perçoit ça. Ce qui nous permet maintenant d'élaborer des capsules, je les appelle comme ça, pour pouvoir mieux communiquer et avoir leur adhésion sur la maladie. Et en ce moment, ils pourront s'engager pour cette vaccination-là et permettre à ce que leurs enfants puissent aller se faire vacciner. Donc, certaines informations qui nous parviennent très souvent, c'est que voilà, le vaccin a une incidence sur peut-être la fécondité de la jeune fille. Et donc, c'est les éléments qui nous viennent très souvent. Et nous, à notre niveau, avec toutes les assurances que nous avons, nous venons réassurer la population que le vaccin, c'est pour renforcer l'immunité de la fille et de ne pas peut-être exposer la jeune fille au cancer du col de l'utérus qui est budgétivore, donc très onéreux en termes de traitement. Tout à fait. Voilà. Et quand c'est déclaré, c'est un accompagnement, on fait les traitements, chimiothérapie et autres là, mais souvent on connaît l'aboutissement. Voilà. Donc pour nous, nous avons 3 catégories de volontaires que nous impliquons dans l'activité. Nous avons les clubs de mères qui constituent un groupe qui travaille en sensibilisation par les pairs. Ceux-là sont briefés, bien formés. Et nous avons les comités d'hommes, peut-être on va y revenir, qui sont des parents modèles dans la communauté et qui, une fois qu'ils s'approprient la démarche, pourront sensibiliser leurs pères à laisser leurs enfants se faire vacciner. Maintenant, la 3e catégorie, c'est les clubs 25, qui sont des jeunes gens, qui se sont engagés à donner leur sang jusqu'à l'âge de 25 ans. Et pour pouvoir donner des produits sanguins efficaces et puis de bonne qualité, ils se sont engagés à adopter un mode de vie sain. Donc, eux, ils constituent un modèle pour leurs jeunes sœurs aussi, et qui pourront les sensibiliser pour que voilà, celles-ci ne s'engagent pas dans une vie sexuelle précoce, débridée, a priori. Donc, c'est les 3 catégories de volontaires que la Croix-Rouge togolaise a engagées dans cette démarche en termes de sensibilisation de la communauté. Alors, sur le terrain, c'est vrai que ce sont des gens que les communautés connaissent habituellement, et vous avez dit que ce sont des gens qui ont été constitués sur la base d'un certain nombre d'éléments, vous l'avez dit. Probablement qu'au sein de la société, ce sont ceux-là qui sont perçus comme
disons, ce qui éclaire plus ou moins l'opinion par leur comportement, Tout à fait. mais aussi par leur intervention au sein de la société. Ah. Alors, ça veut dire que ce sont des gens qui sont acceptés par les communautés. Oui, ils sont acceptés parce que pour la constitution des clubs de maire ou de papa champion, Oui. c'est de façon publique qu'on les installe. Ah, d'accord. Et donc c'est comme au mariage où voilà, on demande à la communauté si ceux-là peut-être reflètent leurs valeurs Oui. dans la communauté. S'ils ne reflètent pas parce que c'est un papa qui est peut-être qui est ivrogne, ou bien qui bat sa femme, qui n'est pas responsable, là la communauté dit non. Et la personne ne fait pas partie du club. La communauté dénie La personne n'est pas indiquée. Voilà. Oui. Donc les leaders communautaires, tout le monde est là, c'est sur la place publique que ces clubs-là sont installés. Donc du coup, c'est des porteurs d'une certaine image, voilà, d'une certaine dignité, voilà, et qui reflètent, c'est des leaders communautaires a priori, des modèles, de vie. Alors, la troisième catégorie de ces jeunes qui ont accepté de donner de leur sang, mais comment est-on arrivé à les amener à prendre une telle décision, à se constituer de cette façon pour accompagner la communauté? Comment est-ce que cela a été fait? On imagine que c'est pas aussi aisé que d'amener les gens. C'est comme si quelque part on se sacrifie. Voilà. Pour les autres, voilà. C'est un processus. Voilà. Et les changements de comportement, ça a la peau dure. Oui. C'est l'homme a horreur du changement. Et ça parle de la sensibilisation. Tout à fait. Parce que nous sommes en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine et on sait les produits sanguins, combien ça vient à manquer, surtout dans nos formations sanitaires. Et on a commencé avec les écoles où la sensibilisation, parce qu'on a des clubs scolaires aussi, on a commencé avec les écoles et à sensibiliser les jeunes gens à donner leur sang pour bien fonder du don de sang. Sans donner, vie sauvée. Tout à fait. C'est ça le slogan. Donc quand petit à petit les gens, les jeunes commencent par s'engager, on leur dit voilà, on a beau avoir la volonté de donner le sang, mais il faut que le sang soit de bonne qualité. Mais pour avoir un sang de bonne qualité, il faut avoir un mode de vie sain. Donc en même temps, c'est contre les IST. La personne se prémunit contre l'IST parce que la première fois que vous donnez le sang, la première fois que vous donnez le sang, on analyse avec toutes les analyses, on vous donne le résultat. Donc c'est comme on réussit au bac 3 ou parce que vous avez ça, vous dites ah là je n'ai pas d'IST, je n'ai pas le sida, donc je veux préserver mon corps. Et voilà, donc on prend toutes les dispositions. C'est-à-dire que vous connaissez votre statut sérologique à tout point de vue et donc vous savez très bien que vous êtes vraiment éligible et vous dites je me maintiens. Comme ça. Et on donne le sang pour sauver les gens et on se prémunit contre les infections sexuellement transmissibles. Alors, c'est vrai que l'on pourrait vous demander qu'est-ce que l'on gagne finalement à faire ça? Est-ce que c'est seulement la satisfaction d'accompagner, d'aider la population ou c'est vrai que vous avez d'autres accompagnements qui permettent de les inciter, de les motiver? Oui, merci. Oui, la motivation, elle est d'abord personnelle. Parce que la personne se dit, voilà, j'aide les gens d'abord. Parce que c'est une question d'adhésion. Chez nous, à la Croix, c'est le volontariat, a priori, le volontariat, et que la personne s'engage à sauver des vies en se maintenant en bonne santé également. Donc c'est ça plutôt l'avantage. Et que voilà, il arrive des moments où on a des personnes qui ont besoin des produits sanguins éventuellement. Et arrivé à un stade, vous avez la carte de donneur. Et quand, même s'il n'y a pas de poche de sang, quand vous brandissez votre carte et que c'est un membre de votre famille, on fait tout et tout, on remet ciel et terre pour pouvoir vous assister. Oui, parce que vous êtes prioritaire, vous êtes souvent sacrifié pour les gens. Il faut qu'on accepte quand même de faire le sacrifice. Tout à fait. Mais déjà, le fait, vous l'avez dit, la satisfaction est personnelle. Le fait que déjà, je puisse savoir que je me porte bien, que je fais des efforts pour être bien portant, c'est quelque chose que je n'aurais pas, docteur, décidé si je ne suis pas passé par là. Je vous ai vu remuer la tête. Alors, dites-moi, aujourd'hui, c'est vrai que l'on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que le vaccin, c'est la solution ultime, c'est la solution à tout va, c'est la barrière. Et une fois que la jeune fille, elle est vaccinée, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est la première question qu'on va se poser.
Oui, en termes de lutte contre le cancer du col, il y a 3 préventions. Voilà. Il y a la prévention primaire et c'est elle qui passe par la vaccination de la jeune fille. Mais une fois que la jeune fille est vaccinée, cela ne veut pas dire qu'elle peut avoir une vie dépravée. Et il faut qu'elle continue par se protéger parce que ce n'est le cancer du corps de l'utérus n'est pas la seule maladie que l'on peut avoir par les relations sexuelles. Donc, il faut que les jeunes filles retardent le plus possible leur première relation sexuelle. Donc, ne pas avoir des relations sexuelles précoces, ne pas multiplier les partenaires sexuels, éviter l'usage des tabacs parce que souvent, lorsque les gens fument, se droguent, ils ne se contrôlent plus. Les personnes qui fument et droguent ne se contrôlent plus. Donc, voilà, je peux regrouper cela en la prévention primaire. Il y a une prévention secondaire pour la femme, la jeune dame adulte, l'adulte, qui passe par le dépistage. Donc, on fait le dépistage selon une périodicité pour voir s'il y a des lésions précancéreuses. Donc, on n'est pas encore au stade de cancer. Est-ce qu'il y a des lésions précancéreuses? Parce que lorsqu'on retrouve ces lésions très tôt, la prise en charge est encore est plus facile et meilleure et la personne a la probabilité d'avoir d'éliminer complètement ce cancer. Maintenant, il y a la prévention tertiaire, c'est les femmes chez lesquelles le cancer est déjà là. Donc, la prise en charge de ces lésions, tout ce qu'il y a comme prise en charge autour de cette femme chez laquelle on dépiste le cancer, cela constitue en quelque sorte une prévention tertiaire pour que cela ne l'amène pas rapidement vers le décès. Voilà. Voilà donc ce qui est dit, mais est-ce que ce vaccin, le plus souvent, est-ce qu'il y a d'autres effets que le vaccin peut entraîner qui ne sont pas que forcément bénéfiques? Vous parlez le plus souvent en matière de prise en charge des traitements, que ce soit curatif ou préventif, on parle d'effets secondaires. Est-ce que dans ce cas, on peut redouter des effets secondaires par rapport au vaccin contre le papillomavirus? Le vaccin est un médicament. Et il n'y a aucun médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Même le paludisme que les gens s'amusent à prendre n'importe comment a un effet secondaire. C'est pour cela qu'il est interdit de prendre des médicaments à tout vent. Et comme tout médicament, il a certains effets secondaires. Si vous regardez bien, la plupart des vaccinations, les effets secondaires, il y a déjà la douleur au point d'injection. On peut avoir une douleur au point d'injection. Ça, c'est le premier effet. Oui, on peut avoir... Nul n'aime la douleur. On peut avoir une rougeur également au lieu d'injection. Il y a certaines personnes qui peuvent faire la fièvre. Cela dépend de la réaction de l'organisme. C'est un organisme vivant atténué que l'on introduit. Donc, l'organisme va forcément réagir. Et cela va créer la fièvre chez certaines personnes. D'autres, non. Ces personnes n'auront rien comme fièvre. Donc, il peut avoir la nausée, la fatigue, c'est tout à fait normal. C'est un organisme vivant atténué que l'on a introduit dans l'organisme. Donc, toutes les vaccinations ont des effets secondaires. Même les vaccinations que nous faisons aux nouveau-nés, les mamans le savent. Lorsqu'on amène le bébé, quand on pique, le bébé crie, ça fait mal. Donc, et c'est 2-3 nuits. De plus en plus. Oui, justement. Certains bébés supportent, il n'y a rien du tout. Et d'autres font la fièvre. D'autres pleurent, comme vous l'avez dit, 2-3 nuits sans dormir, mais après ça passe. Donc, voilà. Donc, on ne va pas nier qu'il y ait des effets secondaires, non. Mais ce sont des effets secondaires mineurs, on va dire, qu'on peut encore gérer, qui ne sont pas aussi graves que ça. Monsieur le secrétaire général, de toute façon, de tout temps, on a vu le vaccin contre la polio ici, qui a défrayé tellement la chronique, et puis on en est arrivé au vaccin contre la COVID-19, tout ce que cela a entraîné. Mais on a fini par vacciner les gens. Oui, tout à fait. Les gens finissent par se faire vacciner. Assurément. Parce que c'est ce qui en avait besoin. Oui. Et je le dis comme ça parce que c'était dans un contexte un peu de coercition arrivée à la limite. Tout à fait.
il y a eu des gens qui ont directement adhéré à la chose. Tout à fait. Mais ce qui a effrayé plutôt, ce qui a occasionné la réticence à mon sens, c'est que c'est un nouveau vaccin. Le mal est là et en même temps, on trouve un médicament à ce mal. Donc, il n'y a pas eu un temps d'essai. C'est comme bon, les gens étaient constitués la cobaye, a priori. Donc, c'est ça qui a créé plutôt la réticence. Mais pour le papillomavirus, c'est depuis, si ma mémoire est bonne, si je vais me faire corriger c'est depuis 2007 que ça a été homologué par l'OMS. Et ça fait son chemin. À ce jour, c'est 117 pays qui l'ont adopté, qui l'utilisent. Et qui l'ont mis dans les programmes routiniers. Voilà. Du coup, ça vient rassurer que voilà, et ça a fait son chemin. Et donc, les effets secondaires sont mineurs. Et pour on moi, a eu le temps de les étudier pendant longtemps. Tout à fait, on l'a amélioré assurément. Donc du coup, il n'y a aucun souci par rapport à cela. C'est vrai que les vaccins avant, quand il n'y avait pas encore cette accessibilité au numérique, les réseaux sociaux, bon, les vaccins, ça ne disait rien à personne. Hein. Oui, justement, pour compléter ce que monsieur le secrétaire général vient de dire, le vaccin contre le papillomavirus, donc par ricochet, le vaccin contre le cancer du col, existe au Togo depuis, au fait. Mais c'est dans les pharmacies et c'est très cher. Donc, c'est que l'information n'est pas trop passée au niveau de la population. Sinon, il y a de grandes cliniques de la place qui dépistaient depuis et qui vaccinaient. Parce que ce vaccin est à la pharmacie. Maintenant, le Togo a mis l'argent grâce avec l'appui de ses partenaires pour pouvoir rendre accessible ce vaccin qui coûte cher à toute la population, du moins les filles. Les filles, on aurait pu vacciner les filles et les garçons, mais c'est ce dont dispose le pays, c'est ça que la plus belle femme ne peut qu'offrir ce qu'elle a. Donc, c'est pour cela que les filles ont été ciblées parce qu'elles payent le lourd tribut avec tout ce que ça donne comme conséquence. Primauté aux gens. Voilà. Non, ça, ce n'est pas la primauté aux gens, mais c'est parce que c'est un autre terrain, parce que au niveau des femmes. Justement, c'était pour la taquiner. Non. Alors, docteur, c'est vrai que la jeune fille a été choisie parce que, comme vous l'avez dit, on voit un peu l'effet et surtout la vulnérabilité même de cette jeune fille par rapport à tout ce qu'on a cité, les infections sexuellement transmissibles. On sait un peu, tout cela, ça a été étudié, on sait très bien que c'est la femme qui finalement paye le lourd tribut, comme vous le dites si bien. Mais au-delà de la limite d'âge aujourd'hui, est-ce que des femmes peuvent se dire, bon, le vaccin il est là, je vais y aller aussi, ou bon, ben, c'est exclusivement les jeunes filles? Oui, la campagne de vaccination est gratuite et elle cible exclusivement les jeunes filles. Maintenant, si une femme, une adulte a envie de se faire vacciner, c'est très simple. Vu qu'elle est à l'âge adulte, on considère qu'elle a eu à avoir plusieurs rapports sexuels. Cela a duré déjà, elle a déjà dépassé un certain stade. Elle doit faire un dépistage d'abord. Systématique. Elle fait un dépistage des lésions précancéreuses et là, s'il n'y a rien, elle peut se faire vacciner. Mais sauf qu'elle ne peut pas se faire vacciner au niveau des formations sanitaires gratuitement, mais elle va aller en pharmacie pour payer son vaccin. L'État a mis en place ce vaccin pour la tranche d'âge que nous avons déjà donnée. Surtout pour cette campagne-là. Oui. Bon, alors vous venez de dire quelque chose qui attire mon attention quand on va dire elle est obligée de se faire dépister avant de recevoir le vaccin. Est-ce que pour cette campagne-là, même si la jeune fille n'a pas eu beaucoup de rapports sexuels, vous savez que le monde a évolué et je ne vous le fais pas dire. Est-ce que on aurait pu accompagner cette campagne-là aussi du volet dépistage pour peut-être compléter, on va dire, cet objectif de soins? Dans le but de la santé publique, on a pris cette tranche d'âge à bon escient, c'est-à-dire que on se dit que de 9 à 14 ans, la probabilité d'avoir eu plusieurs partenaires sexuels, d'avoir eu plusieurs relations sexuelles est vraiment faible. Donc, pour pouvoir permettre de toucher un grand nombre de populations, de filles, on passe à la vaccination systématique. Et on n'a pas trop besoin de regarder ce côté. Mais une fois que l'on atteint 15 ans, avec les études qui sont menées
je parle sous couvert des études qu'ils ont menées, à partir de 15 ans, on constate que l'infection à papillomavirus monte jusqu'à atteindre un plafond avant de redescendre peut-être au moment où la personne sort de la... Oui, même pas. C'est-à-dire, elle sort de l'adolescence et elle commence pas à être un peu responsable, se marier et tout cela. Cela commence pas à chuter. Donc, c'est à partir de 15 ans que cela monte. Donc, on a pu peut-être imaginer la multiplicité justement des rapports sexuels et des partenaires même. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est ça l'idée, de dire aujourd'hui, bon, ben, on va attaquer à la limite donc de cet âge-là, cette cible pour vraiment la protéger. Parce que ce que nous disons là, monsieur le secrétaire général, c'est vrai que quand on est du domaine, quand on a parcouru du chemin dans les campagnes, on sait de quoi on parle. Mais pour les populations, ça veut rien dire tout ça. Quand on écoute ça, on se dit, bon, écoutez, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Sur le terrain aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent? Avec l'accessibilité aux réseaux sociaux, chacun quand même a pu être au contact des informations et que normalement, on pourrait espérer que les gens soient beaucoup plus éveillés, beaucoup plus à l'écoute justement de ces messages qui sont souvent distillés. Oui, tout à fait. Comme je le dis, la sensibilisation suit son cours cette semaine encore. Donc, les volontaires qui ont été déployés sur les activités sont toujours là et à faire la sensibilisation de proximité pour que les personnes, les communautés internalisent le bien fondé de cette vaccination. Donc du coup, comme vous le dites, il est vrai, il y a la tranche d'âge là et comme le docteur l'a si bien dit, c'est une campagne de rattrapage en fait. Parce que après 2015 et 2017, à Tchamba et puis dans le Golfe, et ça devait suivre la campagne parce que là c'était le test, le pilote, et que voilà, sauf que voilà, faute de ressources, parce que le même vaccin, on l'a plus retrouvé, d'abord sur le marché, après la Covid est intervenue. Donc juste après, donc il faut rattraper les personnes, c'est pourquoi on est allé jusqu'à 14 ans. Et maintenant, juste après, je pense que ça va rentrer dans la routine, et là, c'est toutes les filles qui ont 9 ans, et qui se feront vacciner de façon routinière. Oui, ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est comme le programme élargi de vaccination, où on sait qu'on a un certain nombre de vaccins, mais avec les tranches d'âge bien indiquées. On a les vaccins de 0 à temps, de temps à temps, et puis bon, ben, on arrive à 9 ans, où on se dit que pour ça, c'est le vaccin contre le papillomavirus. Voilà quand même quelque chose qui est bien établi, qui devait être justement à répéter, et que la sensibilisation devrait insister dessus pour qu'on sache que ce sont des interventions routinières et que ce n'est pas juste à des périodes données où on le fait. Parce que le plus souvent, pour une campagne comme ça, on a pu se demander c'est quoi l'urgence, c'est quoi, voilà, ce qui fait que c'est quoi la situation réelle pour qu'on puisse décider comme ça, aller vacciner les gens. Je pense que c'est ça aussi la raison fondamentale justement de la crainte et des idées reçues, docteur. Oui, justement, les gens se demandent, il y a le paludisme qui est là, il y a telle maladie qui nous tue, pourquoi le cancer? Je voudrais juste dire que dans le pays avance et dans peu de temps, il y aura encore plus de vaccins. Et parmi ces nouveaux vaccins, on aura probablement dès l'année prochaine le vaccin contre le paludisme. Donc, le pays c'est comme une programmation que l'État fait. Donc, normalement, le cancer contre le col de l'utérus devait être fait depuis. Donc, il y a eu une pause. Maintenant, on reprend les programmes et après, il y aura d'autres vaccins qui vont rentrer et cela va protéger les populations contre certaines infections, certaines maladies. Je voudrais juste dire que au niveau le SG vient de le dire, les filles qui ont été vaccinées, il y a d'autres qui ont déjà accouché. Donc, il n'y a pas cette crainte de stériliser les filles. En 2016, il y a eu des filles qui ont été vaccinées et certaines ont déjà accouché. Donc, je ne vois aucun gouvernement ne peut se réveiller, décider de stériliser les femmes qui sont censées accoucher des enfants qui vont plus tard payer les impôts.
parce que sans impôts, l'État ne peut pas vivre et il faut des gens pour pouvoir payer les impôts. Donc, il faut qu'on ait confiance en cette vaccination. Il faut lorsqu'on voit des messages passer sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui nous tue aujourd'hui, lorsqu'on voit ces messages passer, il faut que l'on aille vers les professionnels de santé, vers les professionnels de la communication que constitue la Croix-Rouge togolaise pour s'informer. Parce que certaines personnes prennent un malin plaisir à mettre des informations fausses juste pour avoir des vues. Mais si peut-être que vous arrivez à les épingler, vous allez voir que ce qu'ils disent de ne pas faire, eux-mêmes, ils l'ont fait. Donc, soyons ouverts à cette vaccination et autorisons nos filles à se faire vacciner. Le message d'appel à l'adhésion du médecin avec de très bons arguments. Quand on dit que les femmes qui vont accoucher pour que les citoyens payent les impôts, l'État ne peut pas aller chercher donc à compromettre tout ça. Mais les théories complotistes, on en aura toujours. Ça, c'est certain. Vous êtes sur le terrain, vous vivez ça souvent. Oui. On vous sort des choses inimaginables. Franchement, parfois c'est ahurissant. Vous vous dites, d'où on est allé chercher des choses comme ça? On tombe des nues. Des nues. On tombe des nues complètement. Oui. Et bon, peut-être c'est pas des choses. Et c'est comme elle a dit, pour stériliser les jeunes filles, ou pour exterminer la population, pour empêcher la procréation et tout. Ou bien c'est faire des enfants malades et tout. Bon, je voudrais revenir sur ce qu'elle a dit pour mettre l'emphase sur le fait qu'effectivement, dans la cohorte de 2015-2017, là, il y a eu... Les filles qui ont reçu le vaccin. Mais la dernière fois, c'est sous le mois de novembre. Moi, ce matin, j'étais à la conférence de presse au ministère de la Santé, où il a été relevé que, voilà, quand on était à Tchamba, l'une des filles qui a été vaccinée est venue avec 2 enfants robustes, avec des allures de lutteurs sénégalais. Ce qui veut dire que celle-là a été vaccinée. Et si c'était pour la stériliser, elle ne serait pas là. On n'aurait pas eu cette de lutteurs sénégalais là. Voilà. Donc du coup, c'est pour mettre l'emphase sur le fait que voilà, c'est pour le bien-être de la population et que voilà, le vaccin a été introduit. Et bon, peut-être on dira mieux vaut tard que jamais, je vais dire, parce qu'on aurait pu le faire plus tôt. Il y a les moyens, il y a tout un mécanisme, les procédures aussi qui n'ont pas aidé. Mais aujourd'hui, le fait est là. Et salut au passage à nos amis de la Teranga, des lutteurs que nous apprécions. Assurément. Sinon, c'est pas péjoratif. Non, et que voilà, c'est de dire aussi merci aux partenaires qui ont appuyé en tout cas la Croix-Rouge togolaise, c'est la Gavi Alliance qui nous a accompagnés dans cette sensibilisation, qui nous a appuyés. Donc c'est structure-là. De leur dire merci. Merci. L'État d'autres partenaires également, aussi, qu'on voit un peu. Il y a les partenaires du toujours qui sont là. L'OMS en premier, on a donc le Fonds mondial de l'autre côté, des fonds Gavi. On se frotte tout le temps. Et ils nous accompagnent. Voilà, et vous accompagnent, et vous vous retrouvez sur le terrain. C'est de prier que cela puisse continuer parce que des défis, on en aura toujours, docteur. Parce qu'on nous signale quand même que il y aura des épidémies émergentes et réémergentes avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de thématiques d'ailleurs dont parle SOS Docteur Thierry qui rejoignent. C'est vrai, on ne va pas alarmer les gens, mais il y a lieu quand même d'être éveillé comme nous disons et surtout d'accepter, si besoin est, d'accepter les vaccins afin de se prémunir, c'est ça. Alors pour ce cancer, ce n'est pas trop de revenir dessus, de dire que c'est un cancer qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. On imagine que si rien n'est fait, dans les années à venir, on va se retrouver avec un problème beaucoup plus grave qu'on imagine. Oui. Dans le monde, actuellement, en 2020, il y a eu plus de 600 infections et 600 cas de cancer dépistés plutôt, avec plus de 324 000 décès. Et d'ici 2030, on estime que le nombre de cancers qui sera dépisté sera aux environs de 700 000, avec plus de 400 000 décès. Or, généralement, lorsqu'on prend ces cas de décès, c'est beaucoup plus au niveau des pays en voie de développement. Parce qu'au niveau des pays développés, ils ont cette
notion de dépistage régulier des lésions précancéreuses. Mais chez nous, ici, c'est quand ça devient grave que nous allons à l'hôpital. Et lorsque nous arrivons à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour cela que l'État veut protéger la population de demain. Si la fille est protégée aujourd'hui, cela veut dire que plus tard, elle n'aura pas trop de problèmes. Donc, c'est très important. Donc, face à l'ampleur de la chose, il y a lieu de réagir. L'État faisant sa part, et donc il faut que les communautés, les populations aussi fassent leur part. Et ça, quand vous allez sur le terrain, c'est ce que vous leur dites. En des mots simples, SG, ou vous trouvez d'autres moyens peut-être de le dire? Oui, bon, ça fait partie de leur quotidien en principe, parce que nous vivons avec les aléas, et il nous faut développer une résilience. Tout à fait. Parce que ça va toujours survenir. C'est des situations que l'humain subit. Maintenant, comment faire pour surnager? Voilà. L'État est l'État. L'État fera ce qu'il pourra. Mais nous-mêmes, prenons-nous en charge. Donc, c'est une prise en charge personnelle, d'abord, avant d'arriver à la communauté, et puis peut-être au niveau de l'État. Donc, du coup, chacun s'engage à se prémunir contre les risques des aléas auxquels on est exposé. Alors, dites-moi, est-ce que oui, pour compléter. En fait, pas pour compléter, je me suis rappelé de quelque chose. Il y a certains pays voisins qui ont déjà l'expérience de la chose. Donc, ce n'est pas un vaccin, il l'avait déjà dit, ce n'est pas un vaccin qui atterrit. Non. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont commencé cette vaccination il y a des années. Moi, je n'avais pas l'information, c'est une dame qui me l'a dit. Elle disait quand elle était là-bas, il y a de cela 10 ans, 9 ans, parce qu'elle portait encore son enfant. Un voisin avait amené sa fille au niveau de la formation sanitaire pour une vaccination contre le papillomavirus humain. Et elle s'apprête à voyager, donc elle s'inquiète. Elle voudrait bien qu'on vaccine sa fille. Comment ça va se faire? Elle se renseignait déjà pour préparer le terrain avant de voyager. Donc cela veut dire que certaines personnes connaissent déjà l'existence de ce vaccin. Je l'avais dit, ce vaccin était dans les pharmacies, donc bon, c'est vrai, c'est dans la nature humaine d'être hésitant, d'hésiter un peu, mais sachant que il y a déjà un retour de plusieurs années sur ce vaccin, et ce vaccin ne peut que nous faire du bien, du moins chez la population à venir, c'est-à-dire les femmes de demain, puisque la jeune fille d'aujourd'hui, les femmes en devenir, donc c'est ça. Non, c'est vrai, on l'aura compris, mais comme vous le dites, il y aura toujours des situations. Aujourd'hui, c'est que nous devons travailler individuellement et collectivement à développer plus, à accroître plus notre résilience, parce que quand ça arrive, au moment où, disons, les complications s'installent, on est désemparé, on a peu de moyens, c'est ce que vous avez envie de dire. Alors, est-ce que sur le terrain, il y a des difficultés dans la mobilisation ou, vu que l'expérience sur le terrain que vous avez est un acquis, un retour, un recul assez important qui vous permet de dérouler de façon, disons, convenable la sensibilisation? Ok, merci. C'est un défi sur le terrain, c'est un défi. Si c'était aussi assez aisé, je pense quand même que des communications de masse pourraient aussi déjà passer. Et oui, la Covid, la vaccination contre la Covid a laissé des traces. Et des traces, je ne dirais pas indélébiles, mais des traces assez gravées dans les mémoires. Et ce qui fait que voilà, il faut communiquer, et bien communiquer surtout, pour que voilà, la personne puisse adhérer au processus. Donc du coup, nos agents sur le terrain sont assez sensibilisés, assez formés, briefés sur la question. Et comme ce sont des modèles dans leur communauté, quand même, ils ont quand même une certaine, je dirais, notoriété qui permet à ce que voilà, et les messages qui passent soient acceptés. D'accord, c'est vrai, on a des modèles, on a des gens qui ont l'habitude, d'accord, d'accompagner, d'inciter les gens, de montrer la voie, et donc on se sert de ces gens-là. Alors le calendrier, c'est quoi? On part
Du 27 d'octobre, on arrive au 1er. Oui. Ça va se passer dans toutes les régions de façon simultanée, c'est bien Oui, ça? oui, oui. Avec les centres habituels. Est-ce qu'il y aura la stratégie avancée, comme vous dites souvent? Oui, oui. Donc, vous connaissez bien nos circuits. Comme je suis avec vous. Donc, comme vous l'avez dit, la vaccination se fera simultanément dans toutes les régions du Togo du 27 au 1er novembre. Et il y aura plusieurs stratégies. Du 27 novembre au 1er décembre. Il y aura plusieurs stratégies. Il y aura la stratégie fixe dont vous avez parlé au niveau des formations sanitaires. Mais nous allons mettre l'accent sur les stratégies avancées dans les écoles. Oui, dans les écoles surtout. Dans les écoles primaires, certaines écoles... de 9 ans à 14 ans, donc au niveau des collèges. Donc nous irons dans presque toutes les écoles privées comme publiques de nos zones pour pouvoir proposer la vaccination. Des lettres sont déjà parties pour pouvoir demander l'avis des parents. Donc les parents peuvent mettre leur autorisation, leur accord pour pouvoir donner aux enfants et nous allons les vacciner. Et donc on n'oblige personne? Non, 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 non. On n'oblige personne. C'est pour cela que l'on explique pour qu'ils comprennent le bien fondé. On incite les gens à comprendre que c'est important. Effectivement. C'est très, très important. C'est pas comme le vaccin de la Covid. Non, là c'est... Qui a laissé des traces. Oui. Je pense que c'était dans la toute panique aussi. Oui, c'est vrai qu'on comprenait cette situation-là quand même, qui était une situation vraiment extrême. Alors, on va finir comme ça, si vous avez encore un message. Oui, oui. En dehors de ces stratégies avancées, il y aura des stratégies mobiles au-delà de 15 km pour ces filles non scolarisées. Puisque il peut y avoir des filles de 9 à 14 ans qui ne sont pas à l'école et qui, elles aussi, ont besoin d'être vaccinées. Donc, bon, comme mot de la fin, c'est d'exhorter la population à avoir confiance à la politique de l'État. L'État est là pour nous protéger à travers la vaccination et c'est la meilleure prévention. Donc, le secrétaire général l'a déjà dit, moi j'ai déjà vu un cas de cancer, c'est vraiment budgétivore pour donner à la fin rien du tout. C'est-à-dire que la personne... Après avoir fait dépenser la famille, presque ruiner la famille, elle s'en va. Donc, le SI a bien dit, on sait comment ça se passe. Donc, il vaut mieux, comme le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, merci beaucoup pour votre aimable attention. Voilà, en tout cas, la santé n'a pas de prix. Si le prix à payer, c'est de passer par la vaccination. Il vaut mieux choisir... le plus simple et le moindre mal, c'est ce que vous dites. Docteur Pnimpelakte Adassou, médecin-chef commune à Gognili 4, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Très certainement pour d'autres numéros. De toute façon, vous êtes de la maison, on l'a dit, on vous voit souvent dans d'autres programmes. À très bientôt à vous. Merci beaucoup. SG, on va finir avec vous. Ok. En tout cas, merci pour cette opportunité-là que vous nous offrez, de pouvoir aussi partager notre connaissance de la maladie et de pouvoir justifier le bien fondé aussi de ces vaccins-là à la masse. Et pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir les exhorter à ce que voilà, qu'ils soient assez sensibles aux messages qui vont passer et qu'ils puissent s'engager à laisser nos filles à se faire vacciner. Il en va de leur avenir. Effectivement, on ne le souhaite pas, mais le vaccin, c'est à titre préventif. Ça leur permet de se prémunir contre éventuellement le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est de remercier aussi l'État pour sa politique de pouvoir porter assistance à nos communautés en intégrant ce vaccin-là dans le programme élargi de vaccination de façon routinière également. Et les partenaires aussi qui nous appuient et qui continuent par le faire. Donc on leur dit merci éventuellement pour aujourd'hui. Pour l'avenir aussi, merci. Parce que si cela arrivait à rompre, ça veut dire, si on connaît une rupture de ça aussi, ça va créer aussi d'autres incidents éventuellement. Donc pour nous, c'est de solliciter leur appui, leur engagement à nous accompagner pour que voilà, la routine puisse s'installer effectivement, pour que graduellement, ce qui est sûr, il y aura toujours des résistances. Mais nous travaillons à ce que, voilà, que cela soit assez mineur pour que voilà, la grande frange
la population cible soit vaccinée. Et que ces efforts ne soient pas vains, comme vous dites. Donc, engagement sans cesse renouvelé des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Togo. Et puis, justement, les autorités à continuer donc à faire cet effort-là pour le bien des communautés. C'est votre appel. Kofi Ega, vous êtes secrétaire général de la Croix-Rouge togolaise. Merci d'être passé. Merci. Vous nous avez promis que vous viendrez à chaque fois que besoin sera. Nous vous attendons, bras ouverts. Bon retour chez vous, chers téléspectateurs. La campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, c'est parti. C'est à partir du 27 novembre au 1er décembre. L'appel a été lancé. Les effets secondaires, il va en avoir, mais le vaccin ne stérilise pas la jeune fille. Sortez, amenez vos jeunes filles à se faire vacciner. C'est le message essentiel, ce message. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Votre chaîne SOS Docteur TV. À très bientôt.